Bienvenue à cette révision comptabilité analytique et plus particulièrement dans ce TD numéro 4. Donc, c'est un TD, on va dire, niveau de complexité numéro 4. On est au 4e niveau dans notre révision de la comptabilité analytique. Dans ce TD, nous sommes en présence de deux produits A et B qui sont fabriqués à partir de deux matières premières, M1 et M2. La difficulté ou la complexité de ce TD se trouve dans le fait que dans l'exercice, on ne vous donne pas la quantité de matières premières achetées. D'accord? Ce qui veut dire que vous devez faire appel à votre logique en comptabilité analytique pour effectuer des déductions, pour déduire la quantité de matières premières achetées. Donc, vous avez bien compris que ce TD numéro 4 vient après le numéro 1, 2, 3, où vous avez déjà acquis une certaine logique dans la comptabilité analytique et vous pouvez résoudre facilement ce TD. Alors, j'espère pour vous que vous avez assimilé la logique de la comptabilité analytique en visionnant les trois précédents TD. Ça vous permettra de réussir ce TD numéro 4 malgré une petite complexité liée en fait à l'absence de quantité de matières premières achetées. Vous allez voir, vous allez vous rendre compte à quel moment vous allez être confronté à ce problème et nous allons essayer de le résoudre tranquillement, voilà, et simplement. Alors, notre exercice, notre TD, comme il se présente devant vous, donc on a dit ces deux produits A et B, fabriqués à partir de deux matières premières qu'on va appeler M1 et M2. On vous donne des informations comme les stocks initiaux, on vous dit des stocks initiaux, hein, matières premières, M1, M2. On vous donne aussi des stocks initiaux du produit A et B. On vous dit aussi qu'on vous donne les prix d'achat, mais pas la quantité, hein, les prix d'achat, d'accord, de la période, c'est-à-dire de matières premières, pour la période 75 € pour M1 et 88,45 pour M2, vous voyez. On vous dit que la valorisation des stocks se fait avec la méthode connue, hein, dans la comptabilité analytique. C'est la méthode qu'on utilise le plus souvent dans les exercices, dans les études de cas en comptabilité analytique, c'est-à-dire la méthode CUMP, coût unitaire moyen pondéré. Comme d'habitude, on vous donne un tableau de répartition des charges indirectes. Vous allez voir avec ce qu'on appelle les coûts réciproques. Hein. On vous donne l'unité d'œuvre, c'est-à-dire les clés, juste en dessous du tableau, les clés de répartition des charges indirectes. Hein. Pour l'approvisionnement, c'est 1 kg de matière première achetée, mais on n'a pas la matière première achetée, la quantité. La production, c'est 1 heure machine, et la distribution, c'est 100 € de chiffre d'affaires, c'est-à-dire le nombre de 100 € dans le chiffre d'affaires. D'autre part, on vous donne des informations supplémentaires, on vous donne la consommation des matières premières, on vous donne la consommation en heure machine avec le coût d'une heure machine, on vous donne les ventes en volume, en quantité, et on vous donne le prix de vente unitaire pour le produit A et produit B. D'accord? Données supplémentaires qui vont nous aider pour déduire la quantité achetée, c'est qu'on vous donne des stocks finaux. Quand on a le stock final, c'est plus facile de déduire la quantité achetée. Donc, on vous donne les stocks finaux de matières premières M1 et M2. À partir de là, donc les questions sont classiques. Hein. Compléter le tableau de répartition des charges indirectes et calculer le coût de revient et le résultat analytique de chaque produit fabriqué, c'est-à-dire le produit A et le produit B. Vous voyez, voilà notre étude de cas qu'on va essayer de résoudre d'une manière simple, assez rapide aussi, parce que comme c'est le TD numéro 4, donc j'estime que vous maîtrisez un peu la logique de la comptabilité analytique en ayant visionné le TD numéro 1, 2, 3. Donc il y a des notions où je ne vais pas revenir dessus, pour moi c'est déjà acquis. Si vous avez des questions, si vous voyez qu'il y a des difficultés dans certaines étapes, eh bien vous n'avez qu'à vous référer au TD numéro 1, 2 et 3. Alors sans tarder, nous allons tout de suite afficher notre feuille Excel, bien entendu, sur feutre Excel dans laquelle on va utiliser le logiciel Excel pour résoudre cet exercice, cette étude de cas. Et donc, je vais afficher la page sur Excel. Donc, nous allons commencer par la première étape. Et là, je vais faire en fait une capture d'écran et je vais afficher en fait le sujet. C'est plus facile pour traiter cette étude de cas. Donc, voilà. Donc, voilà, comme ça, j'ai fait une capture d'écran, hein, vous pouvez la faire, c'est plus facile, donc c'est ma méthode de travail. Voilà, vous voyez, donc je vais afficher ça juste là, voilà, hop, comme ça. Bien.
Bien, voilà, on voit. Bien, à partir de là, donc je vais essayer de traiter le sujet de cette manière-là. Donc voilà, nous avons le sujet avec le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, ce sera notre première étape, d'accord? Notre première étape, c'est compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Mais pour le compléter, d'abord, il y a la première étape où nous devons en fait trouver le montant de l'entretien et du personnel, hein, après répartition primaire, bien entendu, hein, voilà, en faisant appel à deux méthodes. La méthode, en fait, des systèmes à deux inconnus, d'accord, vous connaissez, ou une autre méthode que je traitais aussi dans l'été des précédents, je vais vous montrer comment on fait, ça va rapide, ça va aller très vite. Bien, la première chose, la première étape, compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Et là, je mettrai point d'interrogation, voilà ce qu'on doit trouver, voilà, c'est ce que je mets au point d'interrogation là, c'est les montants qu'on doit trouver là et effectuer la répartition au niveau horizontal, vous voyez. Donc là, c'est ce qu'on appelle les coûts, en fait, réciproques. Le centre auxiliaire entretien, en partie, travaille pour le personnel et supporté. Une partie des coûts d'entretien sont supportés par le service personnel, le centre auxiliaire, et une partie du coût du personnel est supportée par le centre, par le service entretien. D'abord, comment on trouve ces deux montants-là, que je vais appeler là, je vais l'appeler E, d'accord? Là, celui-là, c'est E, et là, c'est P. E, ça veut dire entretien, et P, ça veut dire personnel. Bien. Alors, la première méthode que vous connaissez, c'est en fait la méthode des systèmes à deux inconnus. Je vais créer deux équations. Alors, en essayant d'effectuer une équation d'abord avec une lecture verticale. Je fais, donc je vais vous montrer, hop, voilà. Je fais entretien E égale 23 500, oui, 23 500 plus 15% que je mets en valeur relative, 0,15, multiplié par personnel, P. Okay. La deuxième équation, voilà, c'est 30 000, c'est P personnel, égale 37 050 plus 10% d'entretien. Valeur relative 10%, c'est 0,1. Et là, on a créé un système à deux inconnus, E et P. Si vous développez ce système avec la méthode, vous devez maîtriser normalement le système, voilà, système à deux inconnus. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous n'avez qu'à regarder, visionner les TD 1, 2, 3, où j'explique un peu comment on utilise le système à deux inconnus pour résoudre ces deux équations. Et bien, normalement, vous allez arriver à E, entretien égale 29 500 et P, personnel, égale 40 000 euros. Et vous n'aurez plus qu'à remplacer les points d'interrogation, là, E par 29 500 et P par 40 000, là. Et on répartit au niveau horizontal par rapport au pourcentage. D'accord? Bien. La deuxième méthode, qui me paraît encore plus simple et plus rapide, d'ailleurs, vous pouvez même garder les deux méthodes, hein, ça vous permet de vérifier vos calculs. Et ben voilà la méthode que je vous propose pour calculer directement les 29 500 et 40 000. Donc, je vous montre, voilà la méthode. Donc, pour l'entretien, vous voyez, pour l'entretien, je m'occupe d'abord pour l'entretien. Égal à quoi? L'entretien égale 23 500, d'accord, plus, j'ouvre la parenthèse, 15% de la colonne entretien, multiplié par les 37 050 du personnel là. Je ferme parenthèse et je divise par 1 moins, j'ouvre la parenthèse, les 15% de la colonne entretien multiplié par les 10% de la colonne personnelle. Vous voyez? Ça, c'est une méthode rapide. Vous pouvez utiliser dans votre calculatrice, vous avez le résultat directement. Et vous arrivez normalement, voilà, vous arrivez normalement au même résultat. 29 500. Je fais la même chose pour le personnel. Hop, voilà. 37 050 plus 10% multiplié par 23 500 divisé par 1 moins 10% multiplié par 15%. Et vous trouverez directement le montant du personnel, 40 000. Et vous n'avez plus qu'à remplacer maintenant les points d'interrogation par leur valeur. Vous voyez, c'est très simple. Et à partir de maintenant, nous allons dresser et compléter notre tableau de répartition des charges indirectes.
Alors, comme vous voyez, nous avons notre tableau de répartition de charges indirectes juste en dessous, d'accord? OK? Donc, nous allons le compléter ensemble. Donc, là, déjà pour l'entretien, on a dit que c'est égal à 29 500, je l'écris là, 29 500, d'accord? Voilà. Donc, je mets format monétaire et on a trouvé que P égale 40 000. Voilà, hop, format monétaire, vous voyez les 40 000. Donc, je vais utiliser ce tableau de répartition des charges indirectes comme base pour compléter mon tableau de répartition de charges indirectes qui est en bas. Là, il est plus complet. Donc, on a dit que pour l'entretien, on a dit égal à 29 500. Vous voyez? OK, hop, je fais comme ça. Voilà, 29 500. Et on a trouvé que le personnel égale 40 000. Oui, 40 000. Bien. D'accord? Maintenant, je vais remplir, je vais répartir les 29 500 en respectant les pourcentages au niveau horizontal. 10% pour le personnel, 40% pour les achats, 50% pour la production, etc. Alors, je vous conseille, avant d'effectuer cette répartition, de vérifier que les pourcentages au niveau horizontal égalent à bien 100%. Donc, je fais comme ça. Est-ce que les pourcentages là, on arrive à 100%? Je fais comme ça. Hop. Est-ce que j'arrive à 100%? Ah oui, OK, c'est bon. Là, parce que s'il n'y avait pas 100%, il va falloir en fait compléter là ce qui manque. Donc là, pareil, je vais vérifier s'il y a 100%. Là. Hop. Attendez, je fais comme ça. Hop. Et je mets juste. Voilà. Je fais égal. Je mets égal. Donc, hop. Les 15% plus les 25%, plus les 35%, plus les 25%. Est-ce qu'on arrive à 100%? C'est bon. Ouf, voilà. Donc là, il n'y a pas de problème de répartition. Les pourcentages, on arrive à 100%. Et bien maintenant, je vais remplir mon tableau juste en bas, comme vous le voyez devant vous. Donc, on a dit, là, je vais rentrer une formule. Ça veut dire, en fait, les 10% là, c'est 29 500 fois 10%. D'accord? OK? Donc, je mets égal. Je fais égal. On a déjà le résultat. Comment on a trouvé les 2950, eh bien, je fais égal les 10% là, multiplié par les 29 500. Vous voyez? OK? Et là, à la limite, je peux figer les 29 500. Hein, les 29 500, je peux les figer parce que ça ne change pas. D'accord? Et je recopie ma formule. Vous voyez? Voilà. D'accord? Comme vous le voyez, et je mets en couleur comme ça. Bien. J'espère que vous comprenez tout ce que je fais. Hein, voilà. Bien. Vous avez compris comment j'ai fait les 2950, 11 800, etc. Donc, par exemple, là, j'ai fait 29 500 fois 10%, j'ai trouvé 2950. Là, j'ai fait 29 500 multiplié par 40%, et j'ai trouvé 11 800. Et là, j'ai fait 29 500 multiplié par les 50%, 14 750. Je vais faire la même chose pour le personnel. J'effectue ma répartition. Ouais, oui. Je fais 15% multiplié par 40, par 40 000, et ainsi de suite. Oui. Et exactement, je fais la même chose partout. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Donc, j'ai effectué ma répartition en respectant les pourcentages. Je vais vite, mais si vous ne comprenez pas ce que je fais, vous pouvez toujours revenir vers le TD 1, 2, 3. Hein, ça vous explique. J'ai pris le temps pour vous expliquer comment comment on remplit ce tableau de répartition des charges indirectes. Du coup, maintenant, je passe au total de répartition secondaire. C'est tout simplement le total, oui, le total des trois. Hein, 57 000, 70, 75 plus 11 800 plus 10 000. Je fais pour la production et pour la distribution aussi. Okay? Donc, je fais hop, voilà. Donc, voilà mes totaux. OK? Bien.
J'ai calculé le total répartition secondaire de la colonne achat, de la colonne production, de la colonne distribution. Comme vous voyez, là, j'ai grisé parce que ça ne nous intéresse pas dans les calculs. Okay? Vous pouvez toujours mettre moins 29 500, moins 40 000 euros, comme on vous a montré dans vos cours, dans les manuels, mais ce n'est pas trop important. De toute façon, on ne s'occupe plus de cette partie des centres auxiliaires. Ce qui nous intéresse, c'est les centres primaires. Et bien maintenant que j'ai calculé le total répartition secondaire, comme vous le voyez là, je vais m'intéresser à l'unité d'œuvre. D'accord? Et l'unité d'œuvre dans l'exercice, c'est l'exercice qui nous le dit. Qu'est-ce qui nous dit l'exercice? On nous dit, vous voyez, l'exercice que j'ai mis à côté, là, vous voyez, l'unité d'œuvre, si vous lisez l'exercice, c'est juste là, c'est marqué unité d'œuvre pour l'approvisionnement. Donc la colonne approvisionnement qu'on appelle achat. Ben, l'unité d'œuvre, c'est 1 kg de matière première achetée. Voilà, c'est ce que j'ai écrit là. 1 kg de matière première achetée. Bien. Pour la production, on nous dit c'est 1 heure machine. Donc je marque 1 heure machine. Et pour la distribution, l'exercice nous dit la clé de répartition, l'unité d'œuvre, c'est 100 euros de chiffre d'affaires. Et je mets 100 euros de vente de chiffre d'affaires, si vous voulez. C'est pareil. Hein? 100 euros de vente ou de chiffre d'affaires, c'est la même chose. OK? Bien. Maintenant, j'ai mis, comme vous voyez, l'unité d'œuvre. OK? Maintenant, je dois trouver le nombre d'unités d'œuvre et le coût de l'unité d'œuvre. Alors, ce tableau-là, il ne me sert plus. Le calcul que j'ai fait avant, il ne me sert plus à rien. Donc, je vais bien afficher mon tableau comme ça de répartition des charges indirectes. Comme vous voyez, hop, pour que j'ai plus de place. Voilà. Hop. Bien. Alors, comme vous voyez, maintenant, je dois trouver le nombre d'unités d'œuvre, d'achat, c'est-à-dire d'approvisionnement, de production et de distribution. Alors, comment je trouve le nombre? Ben, je vous aide, en fait. En fait, il faut raisonner comme ça. Quand on vous donne l'unité d'œuvre, le nombre d'unités d'œuvre, c'est, vous posez la question, par exemple pour l'approvisionnement, achat, combien de kilos de matières premières sont achetés? Pour la production, c'est 1 heure machine. Et là, vous dites, il y a combien d'heures machine? Et pour la distribution, vous dites, il y a combien de 100 euros dans le chiffre d'affaires? C'est ça. Combien de 100 euros dans le chiffre d'affaires? Et c'est comme ça qu'on trouve le nombre d'unités d'œuvre. Commençons par le nombre de kilos de matières premières achetées. Et c'est là la difficulté de notre TD. C'est que si vous lisez l'exercice, à aucun moment on vous donne la quantité de matières premières achetées. Par contre, on vous donne des indications, des indices pour trouver la quantité achetée. Alors, comment on fait? Eh bien, tout simplement, voilà, je vais vous montrer comment on fait pour trouver le nombre de kilos de matières premières achetées. Regardez, on se met là comme ça. Regardez, hop, je mets ça là. Et je vais mettre, regardez, je vais faire en fait un inventaire des stocks des matières premières. Inventaire des stocks de matières premières que vous connaissez. Je vous montre. On a 2 matières premières. On a matière première M1 et matière première M2. Donc, l'inventaire des stocks des matières premières, c'est la même chose qui revient. C'est stock initial plus les entrées, c'est-à-dire les achats de matières premières. On arrive à un total, moins les sorties, la consommation, on arrive au stock final. Vous voyez? Ça, c'est la règle générale. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les entrées, c'est-à-dire les achats de matières premières M1 et M2. Mais on va les déduire ensemble. D'accord? Et on va prendre l'exercice qui s'affiche devant nous. Comme vous le voyez, il s'affiche devant nous. Voilà, on va faire comme ça. Alors, l'exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez, donc je vais mettre les informations telles qu'elles sont données. Dans le stock initial, on nous dit la quantité, on nous donne le stock initial de M1, M2. Regardez, stock initiaux, matière première M1, 250. Donc, j'écris 250. Ouais, j'écris 250 là. Hop. Vous voyez, 250. Bien. Voilà. Et au stock initial matière M2, matière première M2, il y en a aussi. Il y a 345. Oui, c'est donné dans l'exercice. Je ne fais que recopier. Bien entendu, les achats de matières premières, je ne les ai pas. Donc, je vais les déduire. Dans ce cas-là, l'exercice, l'étude de cas me donne quoi comme information supplémentaire? Est-ce qu'on nous donne la consommation?
de matières premières? Alors, regardons. Dans le tableau qui est devant l'exercice, vous voyez devant là, on nous marque consommation M1 et consommation M2. Ah, donc M1, combien de kilos sont consommés? Eh bien, on nous dit 214 kilos pour A et 305 pour B. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait 214 plus 305. D'accord? Et nous arrivons à la consommation de la matière première 1 pour fabriquer A et B. La même chose, l'exercice nous donne la consommation de la matière première 2 pour fabriquer les deux produits A et B. Et c'est écrit consommation M2, 312 pour A et 300 pour B. Donc, je fais 312 plus 300. Et ça fait 612. Vous voyez? Hein, on y arrive là, on y arrive. Bien. Dans l'exercice, je trouve, il nous donne aussi une information indispensable. On nous donne les stocks finaux, le stock final. Donc, à la fin de l'exercice, vous verrez, enfin, les stocks finaux s'élèvent à, et on donne le stock final de M1 qui s'élève à 316 kg, et le stock final de M2, 415. Bien. Et là, le stock final de M1, la matière première M1, s'élève à 316 kg. D'accord? Et le stock final de la matière première 2 s'élève à 415 kilos. Ben, vous voyez, là, par déduction, je vais trouver la quantité de matière première M1 et M2 achetées. Et là, je vais raisonner en partant du bas. Donc, regardez, stock initial plus entrée moins sortie égale stock final. Mais si je fais l'inverse, ben je fais stock final plus sortie, j'arrive au total. Okay? J'arrive au total. Vous êtes d'accord avec moi? Là, j'arrive au total. Je fais 316 plus 519 égale 835. Et pour trouver les entrées, ben, il suffit de faire ce total moins 835 moins 250 et j'ai 580. Je refais la même chose pour que vous compreniez ce que je fais. Je dis bien que stock final égale à quoi? Stock initial, regardez, stock initial plus entrée, j'arrive à un total. Moins sortie, c'est-à-dire la consommation, j'arrive au stock final. Si je fais un raisonnement là, à l'inverse, c'est-à-dire je pars de la fin pour arriver au début. Stock final plus sortie, on arrive au total là. Okay? Comme vous voyez, au total là, 1027. Après ce total, on a trouvé comment? On a fait stock initial plus les entrées et les achats. Mais comme les achats sont inconnus, je fais le total, 1027 moins 345. Et là, nous arrivons à nos achats égale 682. Du coup, les achats égale à quoi? Les achats, je marque achat. Achat, matière première, c'est-à-dire les deux matières premières confondues, c'est-à-dire M1 et M2. Égal à quoi? Oui, donc je mets comme ça. Hop. Alors, égal à quoi? Ben, égal à quoi? Égal 585 matières premières M1 achetées plus les 682. Et là, j'ai la quantité, le nombre de kilos de matières premières achetées M1 et M2 confondus. D'accord? Donc maintenant, je n'ai plus besoin de mon exercice pour le moment. Et regardez, et bien maintenant, quand on dit nombre d'unités d'œuvre, nombre de kilos de matières premières achetées, et bien là, on verra, hop, c'est 1261 que j'ai trouvé ici. Refaites l'exercice, regardez encore une fois la vidéo, vous verrez, c'est juste une question de logique. Maintenant, la production. L'unité d'œuvre, c'est 1 heure machine. Donc, l'exercice, qu'est-ce que je dois poser comme question? Il y a combien d'heures machine pour fabriquer les produits A et B? Eh bien, ça, c'est l'exercice qui nous le dit. Hein? Si j'affiche l'exercice, regardez, si j'affiche l'exercice là, regardez, il a regardé combien on a consommé d'heures machine, d'accord, pour fabriquer A et B. Ben regardez, c'est la consommation d'heures machine dans l'exercice, on nous dit, on a consommé 1600 heures pour fabriquer A et 2400 heures pour B. Eh bien, il faut additionner
1600 et 2400, et nous arrivons à 4000 heures. OK? Bien. Nous arrivons maintenant à la distribution. Et là, la distribution, on nous dit, l'unité d'œuvre, c'est 100 euros de vente. Le nombre d'unités d'œuvre, c'est ça. Il y a combien de 100 euros dans le chiffre d'affaires? En fait, pour simplement, c'est comme si on disait, il y a combien de billets de 100 euros dans le chiffre d'affaires? Comment il faut faire? Mais il faut calculer le chiffre d'affaires et on le divise par 100. Donc, le chiffre d'affaires égale à quoi? Ben, on est bien d'accord, égale à la quantité multipliée par le prix de vente unitaire. Mais ça, encore une fois, il suffit de lire son exercice et c'est tout est donné. Regardons l'exercice devant nous, là, que j'ai devant vous, là, hop, qui est devant vous. Voilà, c'est donné. Si on prend ce tableau dans l'exercice, on nous dit les ventes en volume, si les ventes, on a vendu 224A et 200B. Les 224A, on les a vendus à 1000 euros l'unité et B, on les a vendus à 1400 euros l'unité. Donc, le chiffre d'affaires égal, je fais égal, j'ouvre la parenthèse, on a vendu 224 produits A à quel prix unitaire multiplié par 1000, plus, j'ouvre la parenthèse, 200 produits B multiplié par 1400 euros le prix unitaire. Et voilà notre chiffre d'affaires qui est de, je le mets en euros pour voilà, qui est de 504 000. Eh bien, le nombre d'unités d'heure, c'est-à-dire le nombre de 100 euros dans le chiffre d'affaires, ben, il suffit de prendre le chiffre d'affaires divisé par 100 euros et nous avons le nombre d'unités d'œuvre, le nombre de billets de 100 euros, le nombre de 100 euros. Voilà, qui est devant vous. Vous voyez, ce n'est qu'une logique. Si vous arrivez à acquérir cette logique de la comptabilité analytique, vous verrez, c'est comme une clé. D'un seul coup, vous allez voir, ah, c'est tout facile en fait, c'est pas compliqué du tout. Mais c'est la logique, la logique. Pour certains, c'est instantané. Pour d'autres, ça prend une semaine, un mois, un an. Chacun à son rythme. Et bien maintenant, pour calculer notre coût d'unité d'œuvre, eh bien la formule c'est quoi? C'est le total répartition secondaire divisé par le nombre d'unités d'œuvre. Et pour le coût d'approvisionnement, bah, pour l'approvisionnement, pour l'achat, 78 870,75 divisé par 1267, nous trouvons 62,25 euros. Je calcule pour la production et pour la distribution, vous voyez. Et voilà, j'ai calculé mes unités, mes coûts d'unités d'œuvre pour les centres primaires, pour l'achat, c'est-à-dire l'approvisionnement, pour la production et pour la distribution. D'accord? Comme vous voyez, hop, j'ai rempli mon tableau de répartition des charges indirectes et c'est ces coûts de l'unité d'œuvre qui vont me servir de base pour calculer mon coût d'approvisionnement, mon coût de production, mon coût de distribution, en l'occurrence, la partie charge indirecte. Maintenant que nous avons rempli notre tableau de répartition des charges indirectes, nous allons passer maintenant à la prochaine étape, l'étape numéro 2, le coût d'approvisionnement. Bien, pour la deuxième partie, coût d'approvisionnement, donc je vais sur la page suivante, coût d'approvisionnement, mais juste avant, donc je vais juste supprimer les éléments inutiles, donc je vais effacer ce chiffre d'affaires que je calculé là, et la matière première achetée, hop, voilà, comme ça. Bien, coût d'approvisionnement, donc nouvelle page, donc c'est numéro 2, deuxième étape, le coût d'approvisionnement. Comme vous voyez, donc j'ai affiché le sujet juste à côté, donc je fais en fait imprime écran ou capture d'écran hein, pour avoir le sujet devant moi. Voilà, ça m'aide en fait pour avancer assez rapidement. Vous, je vous conseille d'avoir imprimé le sujet avec vous, comme ça vous pouvez suivre, d'accord? Vous pouvez suivre la correction qu'on est en train de faire. Alors, le coût d'approvisionnement, nous avons deux matières premières, donc deux tableaux. Okay? Deux matières premières, deux tableaux. Bien, la matière première 1. D'abord, achat de matière première 1. Donc là, on a acheté combien de kilos de matière première? Rappelez-vous,
on l'a trouvé par déduction à l'étape précédente, c'est-à-dire pour M1, on a déduit que les achats, c'est 585. OK? Donc, je me mets là, et c'est là, je vais mettre les 585. Hein, donc, je vais mettre, là, je fais hop, comme ça, les 585. Je fais égal, et je vais chercher mes 585. Les 585, là. Vous voyez? Bien. À quel coût on les a achetés? Alors, d'après notre exercice, on nous dit, je lis dans l'exercice, il est écrit, d'autre part, les prix d'achat de la période sont 75 € et 88,45 par kilo pour M1 et M2. Donc là, on est d'accord, c'est 75 € donnés dans l'exercice. Ce qui nous fait un montant de, si je fais 585 multiplié par 75, nous arrivons à 43 875. Bien. Maintenant, nous allons passer aux charges indirectes. La première chose qu'il faut reporter, c'est le coût unitaire. Et le coût de l'unité d'œuvre égale à quoi? Ben, le coût de l'unité d'œuvre, c'est je prends achat, c'est-à-dire approvisionnement, et le coût de l'unité d'œuvre, c'est la dernière ligne, coût de l'unité d'œuvre, c'est-à-dire les 62,25 apparaîtront d'abord dans le coût unitaire. Voyez. Quant à la quantité, les charges de la quantité, d'après le tableau de répartition des charges indirectes, l'unité d'œuvre, ça correspond au kilo de matière première achetée. Mais comme on est dans la matière première M1, combien de kilos de matière première on a acheté? Eh bien, regardez, on les a trouvés. C'est 585. Et bien là, on aura les 585 kilos achetés avec un coût unitaire qui correspond à coût de l'unité d'œuvre à 62,25 €. Le montant, il suffit de faire quantité fois coût unitaire et nous avons le montant qui est de 36 416,25. Je précise que le fichier Excel, je vais le joindre à la vidéo. Comme ça, vous aurez les formules, hein, bien entendu. Bien. Du coup, maintenant, je peux calculer mon coût d'approvisionnement, puisque dans le coût d'approvisionnement, il n'y a pas d'autres charges. On ne nous donne pas de charges directes autres. Il n'y a que ça dans l'exercice. Eh bien, je suis en train de calculer le coût d'approvisionnement de combien de kilos achetés. Eh bien, je calcule le coût d'approvisionnement des 585 kilos achetés, qui ont coûté, donc là, je fais l'addition des deux montants là, d'accord, de 43 875 plus 36 416,25 et nous arrivons à 80 291,25. Ça, c'est le coût d'approvisionnement pour les 585 kilos. Alors, quel est le coût d'approvisionnement d'un kilo? Il suffit de diviser le montant global, là, divisé par la quantité. Et nous arrivons à 137,25. Voilà, et je vais mettre en jaune comme ça. Ça, c'est le coût d'approvisionnement unitaire. Je vais faire la même chose pour M2, d'accord? Quantité unitaire montant. Alors, combien on a acheté de matières premières? Donc, on l'a déduit de l'étape précédente, on a trouvé que les achats, c'était 682, d'accord? Eh bien, on met 682. À quel coût? L'exercice nous dit que la matière première M2 a été achetée au prix de 88,45 le kilo. Voilà. Donc, le montant quantité fois coût unitaire, ça fait 60 322,90. Les charges indirectes, rappelons-nous ce que j'ai dit, je mets toujours le coût de l'unité d'œuvre de l'approvisionnement, là, d'accord, en le reprenant du tableau de répartition des charges indirectes, comme pour le M1, vous voyez. Quant à la quantité, elle correspond au nombre, la quantité de kilos de matière première de M2 achetée, qui correspond à 682 qu'on a trouvé à l'étape précédente là, vous voyez, et M2, 682, d'accord. Je fais quantité fois coût unitaire, nous avons le montant, et je n'ai plus qu'à calculer le coût d'approvisionnement de la matière première M2. Donc, je calcule le coût d'approvisionnement de combien de kilos achetés, 682, qui nous ont coûté en tout 102 777,40. J'ai fait le total des deux montants hein, dans la colonne. Et le coût unitaire, le coût d'approvisionnement unitaire, c'est-à-dire le montant divisé par la quantité, nous arrivons à 150,70. Voilà le coût d'approvisionnement unitaire, c'est-à-dire pour 1 kg de matière première de M2 acheté. Nous avons terminé de calculer le coût d'approvisionnement.
Et nous allons passer maintenant à la troisième étape qui concerne l'inventaire des stocks, et ça concerne les deux produits, d'accord, M1 et M2. Voilà, M1 et M2. Alors, dans mon inventaire des stocks, je m'intéresse aux deux matières premières, M1 et M2. Donc, l'inventaire des stocks, c'est les mêmes intitulés qui reviennent à chaque fois. Stock initial plus les entrées de matières premières, c'est-à-dire les achats, ça fait un total, moins les sorties, c'est-à-dire les consommations de matières premières, égale stock final. Voilà, je mets en majuscule, voilà, stock final. La même chose pour M2. OK? Donc, je vais juste afficher mon sujet ici. Comme ça, je l'ai à proximité. Voilà, comme ça, j'ai le sujet devant moi. Voilà. Donc, le stock initial, c'est donné dans l'exercice. Mais le plus simple, regardez, tout ce qui est quantité là, on les a déjà trouvés. Quand on a fait le tableau de répartition des charges indirectes, vous vous rappelez? On a fait M1, M2, les quantités, on les a déjà établies. Vous voyez bien. Voilà. Donc, je peux les reporter directement là dans l'inventaire des stocks. Hein? Je vais les reporter, tout simplement. Okay? Donc, ça évite de... Mais en même temps, vous allez voir, je vais réexpliquer en même temps, vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Donc, le stock initial, il est donné. Dans l'exercice, on nous dit stock initial, matière première M1, 250 kg. Je mets 250 kg. Mais l'exercice ne me donne pas le coût de l'unité. Combien ça a coûté, le kilo quand on les a dans les stocks initiaux. Donc, je ne mets rien. Les entrées, 585. Mais en fait, cette ligne-là, entrée, il suffit de recopier la dernière ligne du coût d'approvisionnement de M1. Je répète, les entrées, ligne entrée, c'est-à-dire achat de matière première M1. Je prends la dernière ligne, dans le coût d'approvisionnement, je prends cette dernière ligne-là du coût d'approvisionnement de M1. 585, 137,25 et 80 291,25. Okay? C'est ça qui doit apparaître dans les entrées. Hein? Okay? Voilà. Hop, comme ça. Bien. Voilà. Maintenant, le total. Donc, je fais quantité plus entrée égale 835. Mais à quel coût? Parce que ça, je vais mettre en jaune là, c'est ce qu'on appelle le coût unitaire moyen pondéré. Et c'est ce coût-là, quand je le trouve là, je le mets devant les sorties et devant le stock final. D'accord? Je répète, le coût unitaire moyen pondéré égale, quand j'aurai calculé le montant, le total, je fais le montant correspondant au stock initial, plus le montant correspondant aux entrées, je fais un total. Divisé par la quantité devant le total, là, stock initial plus les entrées, je trouve le coût unitaire moyen pondéré, celui-là, là, en jaune, là, case jaune, et ce montant-là, je le recopie en bas. Coût unitaire de sortie et le coût unitaire stock final. Mais le problème, je ne peux pas le calculer puisque je n'ai ni le coût unitaire des stocks initiaux, le stock initial de M1, ni le montant global du stock initial de M1. Mais par contre, l'exercice me dit, vous voyez, si je lis l'exercice, regardez, à la fin, on me dit, le stock final de la matière première M1, qui s'élève à 316 kg, s'élève à 130 €. Donc, on me donne là, on me le dit là, on me dit c'est 130 €, vous voyez, 130 €. On me donne le montant 130 €. D'accord? Eh bien, rappelez-vous ce que j'ai dit. Si je trouve dans le coût unitaire moyen pondéré dans ma case jaune, je n'ai qu'à le recopier en bas et là. Mais on a déjà la réponse. Ça veut dire que là, on le connaît, 130. Vous voyez? Donc, c'est à partir du coût unitaire, le stock final donné dans l'exercice, je peux déduire le coût unitaire moyen pondéré. Voilà. D'accord? Et là, je n'ai qu'à calculer mes montants. Le montant égal à quoi? Quantité fois coût unitaire. Ben, regardez, je fais 316 kg multiplié par 130 €. Et là, je trouve le montant. Je fais pareil pour les sorties. 519 fois 130 €, ça fait 67 470. Okay? 835 fois 130 égale, hop, j'agrandis un peu, voilà, égale 108 550. Et regardez par déduction, je fais par déduction. Rappelons-nous, le total égale stock initial plus entrée. 250 plus 585 égale 835. Donc, par déduction, stock initial égale à quoi? Total
moins les entrées, mais je le fais pour le montant. 108 550 moins les 80 291,25, je trouve les 28 258,75. Je rappelle encore une fois, je vous laisse le fichier Excel et comme ça, vous pouvez aller visualiser et vous allez découvrir les formules que j'ai rentrées. Maintenant que j'ai trouvé le montant total du stock initial, je peux calculer le coût unitaire de ce stock initial. Je fais égal 28 258,75 divisé par 250. Et là, on trouve le coût unitaire. Vous voyez? La logique de la comptabilité analytique. Je fais la même chose pour la matière première 2. Donc, le stock initial, entrée, total, sortie, stock final, on l'a déjà calculé là. Quand on a déterminé le tableau de répartition des charges indirectes, M2, je n'ai qu'à les recopier, ou je peux recommencer le même raisonnement, hein, ça revient au même. D'accord? Voilà. Donc, je les ai là. Bien. Maintenant, les coûts unitaires. Donc, le stock initial de la matière M2, c'est donné dans l'exercice. On nous dit, matière première M2, 345 à 121,40 € le kilo. Donc, voilà. Le montant égale quantité fois coût unitaire. Maintenant, les entrées. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Les entrées, je reprends la dernière ligne du coût d'approvisionnement de la matière première M2. C'est-à-dire, je vais là, et M2, le coût d'approvisionnement, c'est cette dernière ligne-là que je recopie dans les entrées là de M2. OK? Voilà. Comme vous voyez, hop, je mets juste en euros, comme ça. Voilà. Bien. Stock initial 345 plus les entrées 682, ça nous fait un total de 1027. Je fais la même chose. Le montant en euros des stock initial plus le montant en euros des entrées, ça nous fait 144 640,40. Donc, le coût unitaire moyen pondéré égale le total montant là, 144 660,40, divisé par la quantité, 1027 kg, ce qui nous fait le coût unitaire moyen pondéré de 140,86. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Dès que j'ai trouvé le CEMP, celui-là, le coût unitaire moyen pondéré, je le recopie vers le bas, en bas, voyez, là. Et je n'ai qu'à maintenant, je n'ai qu'à multiplier la quantité par le coût unitaire et je trouve mes montants. Comme vous voyez, j'ai terminé cette troisième étape en ce qui concerne l'inventaire des stocks de matières premières. Je rappelle, il faut avoir de la logique, il faut se concentrer, il faut avoir le sens de la déduction. À force de s'entraîner, vous réussirez vos exercices. Nous allons passer maintenant à notre quatrième étape qui sera le coût de production. Alors, pour mon coût de production, j'ai besoin de l'exercice que je vais amener avec moi. Donc là, je suis dans le coût de production, mon sujet devant, et c'est parti. Bien, je calcule le coût de production des deux produits, A et B. Parce que notre exercice, on nous dit qu'on fabrique deux produits, A et B. Donc, pour fabriquer, alors on commence par le produit A. Pour fabriquer le produit A, nous avons besoin de la matière première M1, de la matière première M2. Nous avons des charges directes heure machine, d'après l'exercice. Et après, on ajoute les charges indirectes de production. L'addition de tout ça, ça nous calcule le coût de production des produits que nous avons fabriqués. Et l'exercice nous donne toutes les informations nécessaires pour réussir nos calculs. Bien. Pour le coût d'approvisionnement M1, je le répète. En fait, qu'est-ce que je vais mettre dans cette ligne-là, quantité unitaire montant? Cette ligne-là, normalement, je vais chercher la ligne sortie de l'étape précédente, c'est-à-dire la ligne sortie de la matière, l'inventaire de la matière première. C'est-à-dire que je prends l'étape précédente, l'inventaire des stocks de matière première, la ligne sortie, c'est cette ligne-là, qui doit apparaître normalement dans cette ligne coût d'approvisionnement M1. D'accord? OK, normalement. Donc, je fais égal et je vais chercher la ligne sortie de l'inventaire des stocks de matières premières M1, la ligne sortie, c'est-à-dire les 519 là.
Vous voyez, les 519 kilos. D'accord? Et là, ça sera le coût, pareil, vous voyez, le coût là, 130 €, 130 € qu'on voit ici. Bien. Donc, normalement, je dois faire comme ça. Regardez, normalement, je dois faire comme ça. 519 multiplié par 130 € égale 67,047. Vous voyez, je vais chercher la ligne sortie, d'accord, de l'étape précédente, inventaire des stocks de matières premières 1, d'accord, la ligne sortie. Mais, un petit problème. Là, on est dans le coût de production du produit A. D'accord. Les 519 que nous avons là, dans l'inventaire des stocks, les 519 que nous avons là, ça, c'est la quantité de matières premières M1 utilisée pour fabriquer à la fois le produit A et B. Réfléchissez bien. Le 519 sorti là, c'est la consommation de M1 pour fabriquer A et B. Or, dans notre coût de production, je suis en train de calculer le coût de production du produit A. Donc, pour le produit A, on n'a pas consommé 519, d'accord? On a consommé seulement 214, comme l'exercice nous le dit. Oui, 214 là, d'accord? 214. Et pour B, nous avons consommé, d'accord, 305. Il suffit de lire son exercice. Je répète, l'étape précédente, inventaire des stocks de matières premières. On a fait l'inventaire des stocks de matières premières M1, M2, mais on a dit toute la matière première utilisée pour fabriquer A et B. Alors que là, dans le coût de production, on s'intéresse à la production de A et de B. Donc, pour le coût de production du produit A, nous avons utilisé du M1 et du M2. Donc, le coût unitaire de la matière première M1, elle est bien égale au coût calculé dans l'étape précédente dans l'inventaire des stocks, 130 €. Par contre, la quantité, on a utilisé seulement 214 kilos de M1 pour fabriquer le produit A. D'accord? C'est le même raisonnement qu'on fait pour M2. On a utilisé 312 kilos de M2 au coût unitaire de 140,86. Ce coût-là, on l'a calculé dans l'étape précédente, inventaire des stocks. Dans l'inventaire des stocks, je vais dans l'inventaire des stocks, vous voyez, le coût unitaire moyen pondéré, 140,86, que vous voyez là. Je multiplie la quantité par le coût unitaire et nous arrivons à notre montant. C'est très important, toujours la logique qu'il faut appliquer dans nos calculs en comptabilité analytique. Maintenant, heure machine. Combien on a utilisé d'heures machine pour fabriquer A? Et bien, l'exercice nous le dit. On a consommé 1600 heures. À quel coût? Et bien, l'exercice nous dit c'est à 30 heures l'heure. Et bien, le montant, quantité fois coût unitaire, égale 48 000 €. Les charges indirectes. Et bien, les charges indirectes, d'abord, le coût unitaire égale à quoi? Le coût unitaire des charges indirectes égale au coût de l'unité d'œuvre dans le tableau de répartition des charges indirectes, c'est-à-dire le coût unitaire des charges indirectes. Je vais dans le tableau de répartition des charges indirectes. On est dans l'étape production. Et ben, je vais prendre le coût de l'unité d'œuvre qui est de 164,70 €, d'accord, que je dois mettre là et il apparaît là. D'accord? Quant à la quantité, elle correspond à quoi la quantité? Eh bien, le tableau de répartition des charges indirectes, on nous dit, il correspond au nombre d'heures machines utilisées. Eh bien, combien d'heures machines on a utilisées pour fabriquer le produit A? Bien entendu, 1600 heures. Il suffit de faire la quantité multipliée par le coût unitaire et nous avons le montant. Voilà, 263 522. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à calculer mon coût de production. Eh bien, je veux calculer le coût de production de combien de produits fabriqués? Eh bien, l'exercice nous dit que nous avons fabriqué, je l'ai là devant moi, vous voyez, dans l'exercice, production 525A. Nous avons produit 525 produits A et le coût de production global, je n'ai qu'à additionner les montants de la colonne montant, le total là, voilà, nous trouvons 383 287,46 que je divise par la quantité produite pour avoir le coût de production d'un seul produit. Montant moins quantité
un seul produit. À ce stade, notre produit A nous coûte au stade coût de production 730,07 €. Bien, je fais le même raisonnement pour le produit B. D'accord? Pour le coût unitaire, je prends toujours le coût unitaire de la ligne sortie de l'étape précédente, inventaire des stocks des matières premières, M1. Quant à la quantité, combien on a utilisé pour fabriquer B, ben, l'exercice qui nous le dit. On nous dit qu'on a utilisé 305 kg de M1 pour fabriquer B. Je fais quantité fois coût unitaire. Vous voyez? 305 multiplié par 130 €, ça fait 39 650. Je fais le même raisonnement pour la matière première 2. On a utilisé 300 kg pour fabriquer le produit B. À quel coût? Eh bien, 140,86 qui correspond au coût unitaire moyen pondéré de l'étape précédente qu'on a trouvé dans l'inventaire des stocks de M2. D'accord? Heure machine, combien on a utilisé pour fabriquer B? Eh bien, l'exercice nous dit qu'on a utilisé 2400 heures. À quel coût horaire? 30 €, ce qui nous fait un montant de quantité fois coût unitaire, 72 000. Les charges indirectes, le coût unitaire, je reprends le coût de l'unité d'œuvre de la colonne production. D'accord? Quant à la quantité, elle correspond, d'après le tableau de répartition des charges indirectes, ça correspond à la quantité d'heures utilisées pour fabriquer le produit B, c'est-à-dire 2400. Après, je fais 2400 fois 164,70, j'ai mon montant. Et je n'ai plus qu'à calculer maintenant mon coût de production du produit B, pour que je m'y paie. Là, c'est produit B, excusez-moi. Produit A, ok, c'est plutôt produit A. Et là, c'est produit B. Donc, le coût de production de B, c'est-à-dire on a produit combien? Ben, l'exercice nous dit on a produit 618, qui nous ont coûté au total, je fais le total de la colonne montant, hein, voilà, nous ont coûté 549 187,18, ce qui nous fait un coût de production unitaire, montant divisé par la quantité, 888,65. Comme vous voyez, nous avons calculé le coût de production global et unitaire du produit A et du produit B, et nous passons à l'étape suivante qui concerne l'inventaire des stocks des produits finis, des produits fabriqués A et B. Notre cinquième étape concernant l'inventaire des stocks des produits finis, c'est-à-dire les produits A et les produits B. Donc, j'affiche toujours notre sujet, le sujet qui soit à proximité. Voilà. Donc, stock final, je mets juste le F majuscule, juste une question de présentation, un stock final. Là. Voilà. Vous voyez, c'est la même chose. Hein. Stock initial plus les entrées égale total, moins les sorties égale stock final. Vous voyez? Donc, comme on est en présence des produits finis, des produits fabriqués, eh bien, les entrées, ça concerne la quantité fabriquée et les sorties, ça concerne les ventes. Oui, je fais la différence entre l'inventaire des stocks de matières premières et l'inventaire des stocks des produits finis. Quand il s'agit de l'inventaire des stocks des matières premières, hein, les entrées, ce sont les achats de matières premières et les sorties, ce sont la consommation, quantité consommée. Quand il s'agit des produits finis, les entrées, ce sont les quantités fabriquées et les sorties, ce sont les ventes. Voilà. Et là, nous sommes en présence des produits finis. Bien. Alors, on va remplir. Donc, d'après l'exercice, le stock initial, d'accord, c'est donné. On nous dit stock initial produit A, c'est 415 produits pour une valeur totale, hein, pour une valeur totale, oui, pour une valeur totale de 309 964. Alors, les entrées, c'est-à-dire la quantité produite, ce n'est rien d'autre que la dernière ligne du coût de production de A. C'est-à-dire, je me mets là et je prends cette dernière ligne-là, vous voyez, 525, 730,07 et 384 287,46. C'est cette ligne-là que je recopie dans l'inventaire des stocks, ligne entrée. Vous voyez, je vous montre. Voilà. OK? Donc, je mets juste format monétaire parce que ça ne reprend pas quand je fais copier. Vous voyez? Voilà. 525 à 730,07.
Bien, ce qui nous fait un total, stock initial plus entrée, 940 kg. Pour un montant total, je additionne les deux montants, 693 251,46. Donc, le coût unitaire moyen pondéré, je mets comme ça en gras, égale cette quantité-là, 693 251,46, divisé par la quantité 940, ce qui nous fait 737,50. C'est ce qu'on appelle le CUMP, le coût unitaire moyen pondéré, que je recopie en bas, comme ça. Les sorties de produits finis, ce sont les quantités vendues. Comme on est en présence de A, combien de produits A sont vendus? Eh bien, je prends l'exercice, on dit vente 224 produits A vendus. Multiplié par le coût unitaire, j'ai le montant. Du coup, le stock final égale à quoi? Total, moins les sorties, 940 moins les 224, ce qui nous fait 716, c'est la quantité, que je multiplie par le coût unitaire et on trouve le montant. Voilà l'inventaire des stocks des produits A. Je vais faire la même chose pour le produit B. D'accord? Le stock initial de produit B est 695 pour une valeur totale de 566 865. Le coût unitaire de stock initiaux, donc je divise le montant par la quantité, ça fait 815,63. Les entrées, je recopie la dernière ligne du coût de production du produit B. D'accord? Je mets juste format monétaire. Voilà. Le total, quantité plus entrée, 1313. J'additionne les deux montants de stock initial plus les entrées. Ça nous fait 1 116 052,18. Le coût unitaire moyen pondéré, eh ben, le montant divisé par la quantité, ce qui nous fait 850 €. Les sorties, d'abord, les 850, je les reproduis, je les recopie en bas. Les sorties correspondent aux quantités vendues du produit B. Et l'exercice nous dit on a vendu 200, que je multiplie par 850, nous avons le montant. Ce qui nous fait un stock final, total moins les sorties, 1113, que je multiplie par 850, et ça nous fait 946 6051,95. Et comme vous voyez, nous venons d'effectuer l'inventaire des stocks des produits finis A et B. Et bien la prochaine étape, la 6e étape, ce sera le coût de revient des produits A et B. Donc nous passons au coût de revient. Donc je vais juste reprendre le sujet. Voilà. Hop. Voilà, notre sujet juste à proximité. Et là, nous allons nous intéresser au coût de revient. C'est la dernière étape juste avant de calculer le résultat analytique. Et bien, je vais calculer le coût de revient de A et de B. Pour calculer le coût de revient, je reprends le coût de production. Au-dedans, il y a déjà le coût d'approvisionnement. D'accord? Et j'ajoute les charges de distribution, c'est-à-dire les charges de distribution, les charges directes et les charges indirectes de distribution. Dans notre exercice, il n'y a pas de charge directe de distribution, donc j'ajoute seulement les charges indirectes de distribution. J'additionne les deux et j'arriverai au coût de revient des produits vendus. Bien. Pour le coût de production, la ligne quantité unitaire montant, le coût de production, je ne fais que reprendre l'étape précédente, d'accord, et je vais reprendre la ligne sortie de l'inventaire des stocks des produits finis, des produits A. Je reprends l'étape précédente, vous voyez, donc je vais mettre en vert, voilà, c'est cette ligne-là qui m'intéresse, comme vous voyez là, c'est cette ligne-là que je vais recopier, d'accord, dans mon coût de revient, c'est-à-dire dans le coût de production du produit A. Voilà, là, coût de production. C'est ce que je vais mettre là. Comme vous voyez, voilà, 224 737 50, c'est la même ligne que vous voyez là. Bien. Les charges indirectes de distribution. Qu'est-ce qu'il y a comme charges indirectes de distribution? Eh bien, je vais dans le tableau de répartition des charges indirectes. Oui,
À chaque fois qu'il y a charge indirecte, je me réfère au tableau de répartition des charges indirectes. Donc, je vais là, donc la colonne distribution, OK? D'abord, le coût de l'unité d'œuvre, c'est 25 €. Donc, le coût de l'unité d'œuvre, donc je le mets dans le coût unitaire. Donc, déjà là, vous voyez, le coût unitaire là égale au coût de l'unité d'œuvre de la colonne distribution dans le tableau de répartition des charges indirectes. Quant à la quantité, elle correspond à quoi? Eh bien, la quantité correspond au nombre d'unités d'œuvre. Et le nombre d'unités d'œuvre, c'est quoi? C'est le nombre de 100 € dans le chiffre d'affaires. Le nombre de 100 € dans le chiffre d'affaires. Eh bien, le nombre d'euros dans le chiffre d'affaires, je dois calculer le chiffre d'affaires du produit A, je divise par 100 et j'ai le nombre de 100 € dans le chiffre d'affaires de A. D'accord? Alors, le chiffre d'affaires de A est égal à quoi? Donc, là, j'ai le résultat direct en 2240. Mais comment j'ai trouvé 2240? Regardez, j'ai fait 224. Vous voyez la formule qui apparaît devant vous. C'est pour ça que je vous laisserai le fichier Excel. Vous verrez les formules qui apparaissent dans la barre là. Donc, on a vendu 224 produits A. D'accord? À quel prix unitaire? 1000 €. Donc, je fais 224 multiplié par 1000, j'ai le chiffre d'affaires du produit A, divisé par 100 € et je trouve 2240. C'est le nombre de 100 € dans le chiffre d'affaires de A. Je n'ai qu'à le multiplier par le coût unitaire et j'ai le montant. Du coup, maintenant, je peux calculer le coût de revient de mon produit A. Donc, le coût de revient de quoi? Le coût de revient des produits vendus. Combien j'ai vendu de produits? Attention, je précise, je ne mets pas le coût de revient des produits fabriqués. Parce que je peux produire, mais il y a une partie que je stocke. Je calcule le coût de revient des produits vendus. C'est très important. On a vendu 324. Donc, le coût de revient global égale, j'additionne la colonne montant, 165 200 plus 56 000 €, ce qui nous fait 221 235. Donc, le coût de revient unitaire, je n'ai qu'à faire le montant divisé par la quantité vendue. Et ça, on a le coût de revient unitaire, c'est-à-dire d'un produit A, 987,50 €. Et je mets en jaune comme ça. Je fais la même chose pour le produit B. Le coût de production, je reprends la ligne sortie de l'inventaire des stocks des produits B. Okay. Voilà. Je mets juste valeur monétaire parce que ça ne me reprend pas les valeurs monétaires. Les charges indirectes, le coût unitaire, c'est le coût de l'unité d'œuvre de la colonne distribution. Les charges indirectes de distribution du produit B, il y a combien de 100 € dans le chiffre d'affaires du produit B? Vous avez compris la méthode, c'est 2800. Je prends le chiffre d'affaires de B, c'est-à-dire 200 produits B vendus multiplié par 1400 € le prix unitaire. Ce chiffre d'affaires, je divise par 100 et j'ai le nombre de 100 €, nombre d'unités d'œuvre, nombre de 100 € dans le chiffre d'affaires de B. Je n'ai qu'à faire quantité fois coût unitaire, 70 000. Et maintenant, je peux calculer mon coût de revient de combien de produits B vendus? 200 produits B vendus pour un coût de revient global de 240 033. J'ai additionné 170 033 plus 70 000, soit un coût de revient unitaire, montant divisé par quantité, de 1200 €. J'ai calculé le coût de revient de A, coût de revient unitaire et global, et de B aussi, coût de revient unitaire et global. Maintenant, nous allons passer à notre dernière étape pour calculer le résultat analytique sur la base de notre coût de revient. On va faire le chiffre d'affaires moins le coût de revient pour trouver notre résultat analytique. Et nous allons passer à la dernière étape. Et notre dernière étape, comme je vais le faire, hop, résultat analytique. Donc, je vais mettre toujours mon sujet avec moi là. Voilà. Bien. Voilà. Eh bien, le résultat analytique, comment je le calcule? Et c'est tout simplement chiffre d'affaires moins coût de revient. C'est ça le résultat. Donc, d'abord, je commence par le produit A. Le chiffre d'affaires de A, on sait, l'exercice nous le dit, on a vendu 224 produits à 1000 € le prix de vente unitaire, ce qui nous fait un chiffre d'affaires de 224 000. Le coût de revient, je n'ai qu'à reprendre mon coût de revient de l'étape précédente. C'est-à-dire, là, je reprends voilà, l'étape 6, je prends le coût de revient du produit A, c'est-à-dire les 224 produits qui nous ont coûté, produit A, ils nous ont coûté en coût de revient 221 235. Hop, voilà. Là, c'est l'étape la plus simple, on va dire. Voilà le coût de revient
des produits A, ce qui nous fait un résultat analytique de, alors, les 224 produits vendus nous ont coûté, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait le montant du chiffre d'affaires là, moins le coût de revient. Chiffre d'affaires moins coût de revient, ça nous donne 2799,65 € que je divise par la quantité vendue et j'ai le résultat analytique, le résultat unitaire analytique, c'est-à-dire un produit A dégagé une marge, un résultat de 12,50 €. Soit vous faites cette méthode, soit vous faites tout simplement 1000 € moins 987,50 €. Je fais la même chose pour B. Le chiffre d'affaires s'élève à 280 000. 200 produits B vendus à 1400 € l'unité. Le coût de revient, je reprends le coût de revient de l'étape précédente, d'accord, que je calculais, l'étape précédente. 200 produits vendus, le coût de revient 240 000, ce qui nous fait un résultat analytique de 39 999,67 €. Ça, c'est la marge, le résultat dégagé par la vente de 200 produits, soit une marge unitaire, montant divisé par quantité 200 €, ou je fais tout simplement 1400 moins 1200 €. Voilà, je mets juste en jaune, voilà, et nous sommes arrivés, vous voyez, à la dernière étape, nous voyons que c'est le produit B qui rapporte le plus de marge à l'entreprise, puisque le produit B dégage une marge de 200 € par produit vendu, alors que le produit A ne dégage que 12,50 € par produit vendu. Voilà, j'espère que vous avez maintenant compris encore plus la logique, la comptabilité analytique. Vous voyez, maintenant, c'est le 4e TD. Donc, si vous regardez les TD 1, 2, 3, 4, normalement, à ce stade-là, vous maîtrisez la logique de la comptabilité analytique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage et peut-être à très bientôt.